Bonjour à toutes et à tous, ce que vous allez écouter est un enregistrement réalisé durant les actes du premier colloque organisé par le Laboratoire des Imaginaires, un événement intitulé Espaces Imaginés. Qu'est-ce que le Laboratoire des Imaginaires ? En fait, on est une association basée à Rennes qui valorise la recherche sur les cultures de l'imaginaire. Jeux vidéo, romans de fantasy ou de SF, bande dessinée, cinéma. On s'efforce de déclencher des rencontres entre les jeunes chercheurs dans ces domaines, d'organiser des événements comme le colloque pour permettre un regard interdisciplinaire sur le sujet, et surtout de faire en sorte que ces travaux ne restent pas uniquement dans les murs de l'université, mais soient bien accessibles à tout le monde. Pour cela, nous avons prévu de publier les actes du colloque sous peu, au format papier grâce à un système de prévente qui se tiendra sur les mois de juin, juillet et août 2020, et gratuitement en ligne pour permettre à chacun et à chacune d'accéder à ce travail. Dans la même optique, on vous partage aujourd'hui l'enregistrement de la communication de Marie Kergouat, intitulée « Quand le sol détermine le sang, étude de l'influence spatiale sur les personnages de A Song of Ice and Fire ». On espère que ça vous plaira et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. A très bientôt et bonne écoute. So long as these problems are not solved, so long as ignorance and poverty remain on earth, these words cannot be useless. Projeter une telle scène en ce retour de déjeuner n'a pas pour but de faire revenir à votre esprit un mauvais souvenir, même si je doute fortement qu'elle y manque. Bien que Ned Stark ait été sacrifié sur l'autel d'une narration particulièrement mortifère dès le premier volume de la série, son histoire est restée gravée dans la mémoire de ses lectrices et lecteurs et s'est révélée être tout autant l'annonciatrice du sort réservé aux personnages qui oseraient ne pas se plier aux règles du jeu des trônes qu'une manifestation sanglante du memento mori irradiant de la poétique de l'œuvre. Car, comme William Blanc l'énonce si bien, le trône de fer, puis plus tard Game of Thrones, c'est donc, pour simplifier, la fantaisie rencontrant Machiavel pour accoucher d'un merveilleux gouverné par la réelle politique. Si Eddard Stark, pourtant héros liminal de A Song of Ice and Fire, a succombé sous le couperet de la justice royale, c'est parce qu'il était étranger, hermétique presque, aux exactions politiques communes à Port-Réal, et qui sont par nature antinomiques de cet homme du Nord honnête et droit. Jouant toujours avec un coup de retard, sa place sur l'échiquier a vite été mise sur la sellette et notre idéaliste sentimental a alors bien involontairement cédé la place à d'autres personnages qui tâcheraient de mener une meilleure partie. Mais comment donc interpréter cette tragédie ? Les peuples qui habitent les climats froids, les peuples d'Europe, sont en général pleins de courage, mais ils sont certainement inférieurs en intelligence et en industrie. Et s'ils conservent leur liberté, ils sont politiquement indisciplinables. Reprenant Hippocrate, Aristote expose les fondements de ce qui sera plus tard connu et reconnu sous le nom de théorie des climats, thèse pseudo-scientifique se fondant sur la nature des individus à être déterminés par leur milieu de vie, autrement dit par l'espace dans lequel ils sont nés. Montesquieu achève de donner à cette anthropologie douteuse ses lettres de noblesse, au travers de ses lettres persanes notamment, et finit par voir dans les climats les fondements des lois. Ce sont les différents besoins dans les différents climats qui ont formé les différentes manières de vivre, et ces manières de vivre ont formé les diverses sortes de lois. Si cette théorie n'a cessé de perdre en superbe depuis le début du XXe siècle, elle semble avoir laissé nombre de traces sur son passage, à l'épreuve d'espace fictionnel cette fois-ci. Que la fantasy se soit par essence dessinée comme étant un genre de l'espace imaginé n'est plus un secret. Si des auteurs tels que William Morris, Lord Dunsany ou George MacDonald n'ont pas attendu J.R.R. Tolkien pour se lancer dans l'écriture de mondes entiers issus de leur imaginaire, c'est bien le professeur d'Oxford qui a donné corps à ces mondes secondaires. En théorisant leur existence comme étant subsidiaire d'une créance secondaire, dans un premier temps, mais aussi en les matérialisant littéralement sous les yeux des lecteurs et lectrices. Je cite ici Florian Besson. En faisant précéder son Seigneur des Anneaux d'une carte de la Terre du Milieu, Tolkien ne se doutait probablement pas qu'il posait là l'un des éléments fondateurs du genre de la fantasy. La plupart des romans s'ouvrent en effet par une carte du monde, et l'on trouve sur Internet des dizaines de sites, de didacticiels et de logiciels proposant de créer rapidement, voire automatiquement des fantasy maps, conçus comme le fondement indispensable à toute construction de monde, aussi appelé world building. A Song of Ice and Fire ne fait pas exception à la règle. Ce cycle de fantasy, construit en ce que Nicolas Allard appelle le millefeuille narratif, présente la particularité de n'avoir aucun véritable protagoniste et de se construire autour d'une alternance de chapitres focalisés sur différents personnages, issus d'espaces géographiques variés. Ces espaces géographiques se trouvent dépeints par l'auteur dans la pure veine tolkienienne. Les pages liminaires présentent deux cartes aux traits irréalistes et médiévalisants, matérialisant par le dessin forêts, châteaux, lacs et montagnes. Ainsi, ce que l'on nomme le monde connu
selon Philippe Moyen, représentait sur une carte une map monde de facture classique mais incomplète et lacunaire. La projection est centrée délibérément sur le détroit qui sépare deux grands ensembles continentaux, Westeros et Essos. Ce choix correspond à la volonté de l'auteur de faire coïncider la densité événementielle avec le barycentre du monde tel qu'il veut le représenter. Fin de la citation. Autrement dit, on ne trouvera ici point d'exhaustivité. L'espace vient servir la narration, et ce dans le corps même du paratexte. Cette poétique, on peut l'étendre au texte lui-même, tant, à l'image de Ned Stark, les personnages semblent écrits, voire régis, par les lieux qu'ils occupent. Il s'agirait ainsi de porter notre regard sur l'espace et sa dynamique comme lieu du paramétrage, de l'altération et de la sélection. Notre exposé portera donc sur 3 grands points. Dans un premier temps, nous verrons ce que nous appelons l'espace et le paramétrage, avant de nous pencher sur l'herméneutique du voyage, pour enfin aller dans le champ de la création, de la mutation, puis de la sélection. Les lieux de l'intrigue ont ainsi une forte dimension symbolique. Ils constituent non seulement des personnages à part entière, on peut ici penser à l'importance des places fortes ou au symbolisme inhérent à Port-Réal ou à Winterfell, mais ils sont également une clé de compréhension des principaux protagonistes et antagonistes du récit. Le constat de Nicolas Allard est sans appel. A Song of Ice and Fire est une œuvre dans laquelle comprendre un personnage implique de comprendre son rapport à l'espace. Celui-ci, qu'on appellera plus précisément le milieu de vie, l'espace habité ou, en d'autres termes, l'espace approprié selon la définition très géographique du territoire, est, comme on l'a vu, aussi omniprésent que polymorphe au sein de l'œuvre. Et si, au cours de leur existence, les personnages de A Song of Ice and Fire connaissent pour la plupart nombre de ces espaces, la fantasy étant par exemple un genre à quête, comme on a pu le voir hier, impliquant les pérégrinations de ces personnages, il en est un qui semble les avoir définitivement marqués, si ce n'est pour certains avoir conditionné le reste de leur existence. Et celui-ci n'est autre que leur lieu de naissance. On ne manquera ainsi pas de faire écho à la sociologie et de marquer l'analogie en nommant ce processus la spatialisation primaire. Ces espaces statiques, ces lieux premiers ayant marqué le début de la quête de nos personnages, nous y voyons la première étape d'une analyse sociologisante qui invoquera des notions telles que l'habitus, la reproduction sociale ou le déterminisme, en les mettant au service d'un renversement littéraire du social au profit du spatial. Au-delà d'êtres de papier, il faudrait ainsi voir dans nos personnages les spécimens d'une étude venant mettre à l'épreuve l'influence de l'espace sur les protagonistes de A Song of Ice and Fire. Comme la plupart de ses congénères, A Song of Ice and Fire s'inscrit dans un monde secondaire médiévalisant, reprenant ainsi certains des topoïs de cette perception fantasmée du Moyen-Âge, comme ces structures sociales construites autour d'une hiérarchie nobiliaire. Il est ainsi un secret que pour personne que naître dans la cabane d'un berger ou dans la chambre d'un lord influera le reste de votre existence, sauf si vous êtes l'héritier perdu du trône dépositaire des pouvoirs ancestraux de votre grand ancêtre caché. Mais pour le reste, je vous renvoie au mécanisme de la reproduction sociale. Cela dit, outre le lieu en lui-même, il est un autre facteur spatial qui vient influencer votre rang, et ce sous des dehors davantage sémantiques. Versons donc un peu dans notre chair onomastique. Fidèles encore une fois au topoï du genre, les personnages de A Song of Ice and Fire portent en leur nom leur statut social. Mais là encore, celui-ci reste le témoin de la spatialisation qu'on évoquait plus haut. Les personnages d'ascendance noble, dont les arcs narratifs sont majoritaires, autre topos de la fantasy, portent des noms renvoyant directement à un espace défini, car celui-ci n'est autre que l'espace occupé par leur famille. Ces patronymes viennent du fait qu'il s'agit là de véritables prolongements de la famille, ces lieux de la nobilité faisant partie de la matière identitaire de ces personnages. Aussi, lorsque Robb Stark envisage d'attaquer Castral Rock, le domaine Lannister donc, ce n'est pas dans une perspective stratégique, car la place forte n'a géographiquement que très peu d'intérêt, mais bien parce qu'elle serait vécue par les Lannister comme un affront et presque comme un viol. Et si l'on se penche sur le cas de la noblesse non avérée, autrement dit de la bâtardise, un phénomène encore plus intriguant est à noter. Si celle-ci n'est pas perçue de la même manière dans toutes les régions de Westeros, le processus de baptême fonctionne toujours sur le même modèle. Un prénom accolé à un topopatronyme, nom évoquant une origine géographique. Évocateur de chaque région, ces patronymes permettent alors d'identifier instantanément l'origine géographique de chaque bâtard ou bâtarde. Jon Snow, pour Neige donc, en est l'exemple le plus connu, mais on peut de la même manière penser aux Sound de Dawn, aux Rivers du Conflent, aux Flowers du Bief ou encore aux Pike des îles de Fer. Mais revenons un peu à la théorie des climats. Si celle-ci nous semblait à juste titre douteuse lorsque nous l'évoquions plus avant, force est de constater qu'elle nous paraît rémanente à l'épreuve d'une application sur notre corpus. Des géographes ont même schématisé l'influence de l'espace sur les tempéraments des populations l'occupant, à l'image de Philippe Moyen.
Si l'axe Est-Ouest est quelque peu mis de côté, les noms de Westeros et Essos ne sont à cet égard pas anodins et viennent corroborer l'importance des repères spatiaux au sein de la diégèse de l'œuvre. Le Nord et le Sud, donc, forment deux pôles qui s'opposent aussi autant narrativement que psychologiquement. Philippe Moyen note « L'absence des grands repères géographiques que sont latitude et longitude n'occulte cependant pas une certaine zonation bioclimatique. Le Nord est le monde du froid, toujours placé sous la menace d'un hiver tenace. La terre y est ingrate et la vie rude, alors que vers le sud, les aménités d'un combat plus chaud permettent des cultures variées et abondantes. Ce gradient climatique nord-sud correspond aussi à une échelle de moralité des populations qui fréquentent ces lieux. À la droiture virile et austère des populations nordiennes s'opposent le raffinement, l'hypocrisie et le relâchement des mœurs des populations du sud, autant de comportements implicitement liés à la moiteur du climat, la luxuriance des jardins. C'est ainsi ce que Philippe Moyen nomme par la suite le déterminisme du milieu, qui vient expliquer les différences de caractère type de nos personnages. Prenons l'exemple du prince de Dorne, ce royaume qui ne manque pas de nous rappeler l'Espagne sous la domination arabe. Oberyn Martell, donc, qui incarne à lui seul nombreux clichés sur le tempérament oriental. Chaleureux autant que colérique, sa nonchalance et son esprit querelleur ne semblent avoir d'équivalent que dans sa lascivité. Ouvertement bisexuel, il ne s'est jamais marié et partage auprès de sa dernière amante, Ellaria Sand, tous les plaisirs de la vie. Ce à quoi vient par exemple répondre la rigueur toute nordienne d'un Jon Snow, profondément marqué par ce qu'on aurait par le passé pu nommer sa lymphe toute phlegmatique. Les lieux ayant marqué les premières années de vie de nos personnages se sont avérés doublement programmatiques. Chargés de symboliques diégétiques chères à la fantaisie, il faut aussi les voir comme les lieux d'un premier paramétrage, celui de la spatialisation primaire. Cependant, et comme on l'évoquait en amont, cet espace statique ne forme que la première étape de la quête de chaque personnage et cède bientôt sa place à un espace dynamique sous le sceau du voyage. Si on peut établir dans la diégèse de A Song of Ice and Fire deux grandes quêtes établies autour des pôles nord et sud, à savoir la menace des marcheurs blancs et l'intrigue de cour autour du trône de fer, le dispositif narratif de l'œuvre construit autour de chapitres focalisés sur un important groupe de personnages nous amène à suivre un nombre équivalent de quêtes, supposément secondaires mais qui sont de premier plan de la lecture. Le lectorat est ainsi amené à suivre les pérégrinations de ces personnages depuis leur lieu liminal jusqu'aux multiples espaces rencontrés lors de leur voyage. Mais si l'espace parcouru permet une évolution des personnages, reste à savoir de quelle manière prend forme cette mutation, et de quelle manière elle prend sens lorsque cette mutation a bien lieu. On n'aura de cesse de répéter que l'univers de A Song of Ice and Fire est un univers impitoyable dans lequel le moindre faux pas peut s'avérer fatal. Si l'espace connu représente un danger moindre pour les personnages, qui sont quelque part en terrain conquis, voyager et donc rencontrer de nouveaux espaces est une énième épreuve qu'il s'agirait alors de surmonter. Tous les personnages ne seront alors pas égaux en regard de cette plasticité spatiale. Nous évoquions plus haut deux personnages au caractère si marqué qu'ils apparaissent comme des parangons de leur région d'origine, devenus dans les esprits de véritables symboles de ces espaces. Car ce n'est pas un hasard si cette incarnation par trop parfaite est la témoin d'une rémanence marquée de l'espace primaire. Mais penchons-nous alors plus avant sur l'étude de ces spécimens, en évacuant rapidement le cas Ned Stark, tant cité qu'il finit par en être galvaudé. Emprisonné pour avoir été trop honnête lors de l'excavation d'un lourd secret de cour, décapité dans la honte pour avoir naïvement cru qu'avouer une faute non commise le sauverait, Lord Stark est resté jusqu'au bout un homme du Nord, terriblement mauvais politicien, mais empreint d'honneur et gorgé d'amour pour sa famille. Le cas Oberyn, souvent réduit à un terrible traumatisme pour ses lecteurs et lectrices, forme un intéressant parallèle avec ce premier axe narratif. Adoré dès les premières pages ou les premières scènes, symbole d'honnêteté et d'amour familial, saupoudré d'une nonchalance et d'une impertinence des plus appréciables, on aurait dû se douter du destin tragique de ce nouveau pion qui commet l'exploit de s'éteindre encore plus rapidement qu'Eddard Stark. Lorsque la Vipère Rouge se rend à Port-Réal pour revendiquer sa place au Conseil restreint, ce n'est pas par velléité politique, mais bien par piété fraternelle. Ce siège, promis au Martell en compensation de l'assassinat d'Elia par un liege Lannister, Oberyn le voit comme une opportunité de venger sa sœur et d'obtenir enfin justice auprès du seigneur de Castral Rock. Aussi, lorsqu'Oberyn se porte champion de Tyrion lors de son duel judiciaire, ce n'est pas tant par amitié envers celui-ci, bien que les deux hommes se trouvaient certaines affinités, tant dans leur amour des plaisirs de la chair que dans leur passion pour la vie intellectuelle. Mais bien parce que cet événement représente une opportunité d'oxyre le tueur de ses neveux et nièces et le violeur et meurtrier de sa sœur. Si cette vengeance semblait bien engagée, c'était sans compter sur la fougue toute dornienne du prince des sables. Outre le fait d'entrer en lice sans un casque qui lui eût été salutaire, la vipère pétrie de fierté et d'arrogance s'amuse longuement de sa victime et refuse de porter le coup fatal tant qu'elle n'aura pas obtenu gain de cause, à savoir des aveux.
Notre atrabilaire succombera ainsi autant à son amour de la vengeance qu'à son tempérament sanguin. Comme Ned Stark, Oberyn ne s'est pas adapté à Port-Réal et a projeté dans la cité royale son caractère dornien. La cohabitation des deux espaces ne pouvant se faire, la rémanence de son espace primaire a simplement mené le favori de A Song of Ice and Fire à l'échafaud. Cependant, il serait fallacieux d'affirmer que si nos personnages avaient accepté de s'adapter à leur nouveau milieu plutôt que de s'engoncer dans leur premier paramétrage, cela leur aurait permis d'apparaître dans le volume suivant. Car il arrive aussi que la mutation soit simplement ratée et libère en conséquence l'échiquier d'un nouveau pion. À titre d'exemple, évoquons Stannis Baratheon. Frère puiné de la fratrie aux Andouillés, héritier direct de Robert Baratheon, roi des 7 couronnes, Stannis est d'abord présenté par Eddard Stark comme étant un personnage droit et digne de confiance, ayant fui le conseil restreint en raison du complot qui s'y ourdissait, bien que la fatuité et la flagornerie régnant en celui-ci l'eût excédé depuis longtemps. Amoureux de la guerre et de la conquête comme ses frères, Stannis aurait toujours été d'un tempérament moins jovial que ceux-là. Maître de père dragon, il est aisé de faire un parallèle entre sa rudesse d'esprit grandissante et ce sombre amas rocheux depuis longtemps symbole du lugubre et du pouvoir vacillant. Aux caractéristiques acquises sur cette pierre volcanique viendront par la suite s'ajouter la froideur et la rigueur toute nordienne poussée à leur paroxysme. Mal équilibrée, la somme de ces mutations spatiales viendra finalement sonner le glas du dernier Baratheon. Il faudrait tout de même nuancer notre propos et avouer que les cas de stagnation ou de mutation pervertissante sont moindres. Le taux de mortalité de A Song of Ice and Fire semble effrayant, on ne le niera pas. En témoigne cette image. Mais nombre de ces marque-pages ne sont que des personnages de second, troisième, voire quatrième plan, pour exagérer, qui auront certes pu subir les affres des 2 fléaux susnommés, mais qui n'auront que peu touché le lectorat, certains n'étant même pas nommés. L'importance du Memento Mori tient au fait qu'il touche quelques-uns des personnages clés, mais de manière si marquante qu'il instaure un climat de peur générale, faisant sentir la présence d'une épée de Damoclès au-dessus de chaque tête. Mais statistiquement, les survivants et survivantes sont drastiquement plus nombreux et nombreuses, et témoignent tous et toutes d'une mutation fructueuse. La fratrie Lannister constitue un exemple d'autant plus parlant de ce phénomène qu'il a pour tous débuté dans le même lieu, à savoir dans les mines de Castral Rock. Pourtant issus du même paramétrage, les 3 caractères n'ont eu de cesse d'évoluer tout au long des différents volumes, pour se révéler finalement par prendre des voies presque radicalement opposées lors des dernières étapes connues de leur quête, l'œuvre étant toujours en cours. De Castral Rock, les Lannister tiennent orgueil, asservissement à l'entité familiale, amour de la possession et brillance physique et ou intellectuelle mais jamais morale. Autant de caractéristiques sujettes à une future mutation. Cersei Lannister est certainement celle qui, du fait de sa non-mobilité, évolue le moins. Résidant à Port-Réal auprès de sa famille, l'espace semble avoir poussé encore plus avant ses caractéristiques, en les doublant d'un égoïsme latent qui la pousse à mettre de côté la famille Lannister au profit de sa famille Lannister. Cersei vit pour elle-même, son aimé et ses enfants, ce qui devient d'autant plus évident dès l'instant où Tywin Lannister accède au titre de main du roi, faisant naître ou plutôt renaître un profond antagonisme entre eux. Examinons maintenant le processus de spatialisation de son jumeau, Jaime Lannister. De chevalier noble d'apparence à bas dame, il est devenu chevalier bas d'apparence à noble dame, une fois accompli un pénible chemin de rédemption des plus arthuriens. Ce voyage au cœur de terre bien moins noble et par trop rude aux côtés d'une véritable figure de chevaleresse aura permis à Jaime de faire naître en lui les premiers éléments d'une authentique chevalerie, si bien que les 2 jumeaux auparavant dissemblables se révèlent incompatibles lors de leur retrouvailles. Mais des 3, Tyrion est sans aucun doute celui ayant connu le plus d'altérations spatiales pour la simple et bonne raison qu'il est le personnage de la série ayant le plus voyagé. De son périple au nord, il aura retrouvé la confiance en l'autre et les prémices de la rigueur. De son emprisonnement à l'est, un intérêt pour les petites gens. De son nouveau séjour à Port-Réal, un renouvellement de son aisance stratégique, et de son exil en Essos, l'humilité et la remise en cause de la hiérarchie. Lors de la conclusion du 5e tome, A Dance with Dragons, Tyrion n'est ainsi plus tant un Lannister qu'un citoyen du monde. À ce titre, le second personnage ayant le plus voyagé est sans nul doute Arya Stark, qui malgré son très jeune âge, 9 ans dans A Game of Thrones, le premier volume, aura vécu de bien plus nombreuses altérations que Tyrion, ayant parfois même frôlé l'effacement du paramétrage primaire. Consécration ultime dont on attend encore les tenants et les aboutissants, lors de son périple à la maison du blanc et du noir de Braavos. Il semblerait bien qu'elle ait acquis la capacité même de muter. La spatialisation secondaire reste soumise aux dispositions idiosyncrasiques de chaque personnage, si bien que 3 cas de figure s'offrent à eux. La stagnation par émanence de la spatialisation primaire, la perversion par déséquilibrage dans l'appropriation et la mutation par intériorisation des nouveaux espaces.
Mutatis mutandis, la tentation de voir dans ces différentes dynamiques une volonté générale est grande. Étudier des personnages dans leur milieu naturel, ainsi que leur réaction à la découverte d'un nouveau milieu et leurs évolutions suite à celle-ci n'aura sans doute pas manqué de vous rappeler certaines études zoologiques. Si dans notre propos introductif, nous nous proposions d'ancrer notre étude de l'espace dans le champ de la sociologie, l'univers impitoyable de A Song of Ice and Fire semble se prêter à une autre dérivation scientifique qui nous amènera, elle, sur les rivages des Galapagos. On pourrait reprocher de nombreuses choses à la série adaptée de l'œuvre de George R. R. Martin, notamment son titre. En préférant opter pour une référence à une tirade énoncée par Cersei Lannister lors de son altercation avec Ned Stark, marquant le début de la déchéance de celui-ci, plutôt que le titre original que l'on pourrait traduire par Ballade de la glace et des flammes, ce dernier s'en est vu occulté. Cela dit, dans le cadre de notre étude, une certaine pertinence paraît émerger de ce choix. Axer sémantiquement le titre de la série sur ce jeu des trônes revient certes à remettre la politique au premier plan, au détriment de la chanson épique mettant face l'un à l'autre des éléments naturels, mais nous ramène surtout à la dangerosité de celle-ci. Ce n'était pas anodin de choisir comme premier arc narratif la chute de Ned Stark, découvrant à son insu les règles de ce jeu de plateau grandeur nature. Car outre inviter le lectorat à découvrir un monde au réalisme boueux et à la perspective très hobbesienne, ce choix narratif dévoile le sort réservé à ceux refusant l'adaptation. Autrement dit, notre postulat serait que la poétique de A Song of Ice and Fire s'articule autour de la survie, et plus particulièrement autour de la clé de celle-ci, l'évolution. De là à voir dans ce jeu des trônes une forme de sélection naturelle littéraire, il n'y a qu'un pas que nous franchirons allègrement. It is not the strongest of the species that survives, but the most adaptable. La sélection naturelle, telle que rendue célèbre par les travaux de Charles Darwin, fait partie de ce que l'on nomme les forces évolutives, et se base sur un constat simple. C'est l'individu le plus adapté à son environnement qui est le plus à même de se reproduire, et donc de survivre, au travers de sa progéniture. Dans une œuvre où les personnages sont particulièrement mouvants, et où les divers espaces géographiques sont si définis et caractérisés, il est aisé d'étudier nos spécimens de papier à la manière de scientifiques britanniques et de faire le même constat. Habiter un espace, c'est avant toute chose s'adapter à lui. Comme de nombreuses œuvres de fantasy, A Song of Ice and Fire s'articule autour des codes du Bildungsroman, du roman d'apprentissage, quoiqu'il les applique de manière par trop violente. Construites autour de multiples arcs narratifs, ce sont autant de personnages que l'on suit au cours des quêtes qui les mèneront de l'espace primaire, statique, à l'espace secondaire, dynamique. Inscrits dans un cynisme machiavélien et dans un pessimisme très hobbesien, ces voyages leur feront connaître de nombreuses épreuves qui les feront au moins vaciller et qui en appelleront à leur force évolutive. Car si, selon Nicolas Allard, malgré des différences majeures entre eux, les personnages du Trône de Fer et de Game of Thrones sont tous fondamentalement dépendants du lieu dans lequel ils sont nés et ont grandi, fin de citation, tous ne disposent pas de la même capacité d'adaptation, ce qui s'avérera fatal pour certains qui persisteront dans une forme d'hystérésis de leur lieu de naissance. L'espace veut ainsi autant créateur que formateur, et chaque personnage porte en son sein la somme de ses espaces vécus. Le phénotype évolue au gré de la spatialisation. À l'heure où l'on recherche à nous imposer une loi dite darwinienne tenant son nom d'une interprétation survivaliste, utilitariste et cruelle de la sélection naturelle, on comprend alors combien il nous revient d'occuper l'espace si l'on ne souhaite pas finir par perdre la tête. Merci.